au lieu de chauffe. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, gouvernement démocratiquement élu, et c'est un fait, le conseil scientifique nous conseille et nous prenons des décisions. Mais, grand mais, prennent-ils vraiment des décisions? Tous ces politiques que vous recevez, Bénédicte, qu'on reçoit tous, etc., très bien, ils sont là, ils ont été élus, etc. Mais prennent-ils des décisions en ce sens que, est-ce que c'est vraiment eux qui gouvernent? Et quand j'ai lu le livre de Thierry Merle, j'ai été passionné parce que lui, il dit pas du tout. Lui, il dit, c'est pas eux qui gouvernent, non pas qu'ils sont plus médiocres ou moins compétents, c'est parce que derrière, il y a un certain nombre de milliers de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, on peut les appeler, qui, eux, en fait, ont le pouvoir. Alors Thierry Merle, ça veut dire quoi? Qui a le pouvoir en France? C'est la thèse d'André Touboul et moi-même quand on a écrit d'abord le premier livre en 2014 sur le fonctionnement des élites qui dirigeaient le pays. Et puis depuis 2014, il y a eu un glissement, c'est-à-dire qu'il y a eu une séparation forte entre la haute administration et les hommes politiques qui se sont fait, de notre point de vue, éliminer du jeu. C'est-à-dire qu'ils ne dirigent plus. Et donc, vous dites que les hommes politiques se sont fait carrément éliminer du jeu? Oui, factuellement, ce qu'on dit, c'est que par exemple, l'élection présidentielle l'a montré, puisque Emmanuel Macron, qui est l'élu, il est issu de la haute administration, c'est pas un homme politique. Donc c'est la démonstration absolue, c'est-à-dire que c'est un haut fonctionnaire qui aujourd'hui est président de la République. Il a été élu en quelques semaines, quelques mois. Enfin, il n'a pas fait de carrière politique comme on l'a connu auparavant. Vous avez des gens comme Jacques Chirac qui ont été ministre, secrétaire d'État pendant 40 ans et puis ils ont abouti à la présidence. Sarkozy a milité 30 ans avant d'être élu. Emmanuel Macron, il sort de l'administration. Même Hollande était élu local. Oui, exactement. Et donc, on voit qu'il y a un glissement extrêmement important là-dedans. Et puis après, vous êtes habitué au fonctionnement de ce que c'est qu'un ministre. Quand un ministre est nommé, c'est pas forcément lui qui désigne les membres de son cabinet. C'est tout le système des corps. On leur donne des inspecteurs des finances, des préfets, des gens qui sont disponibles. Et finalement, ces gens-là s'obéissant entre eux. Mais le ministre lui-même, il n'a qu'un pouvoir finalement de représentation. Oui, mais alors qui dirige? Alors attendez, deux choses. Ces fonctionnaires sont inamovibles? On les touche? On peut les toucher quand même. Oui, difficilement. D'abord, ils ont un statut qui les protège à vie, donc ils sont donc du coup jamais sanctionnables, ou quelques rares exceptions, mais d'une façon générale, ils ne sont pas sanctionnables de leur performance, ils ne sont jugés par personne, et puis ils suivent des carrières qui de toute façon sont indépendantes de leur performance. Donc oui. C'est compliqué à gérer dans ces conditions. Mais alors justement, quand par exemple, c'est un exemple, mais enfin c'est valable pour Macron, pour tous ses prédécesseurs, quand ils disent voilà on va faire ça ou ça ou ça, en fait, qui peut savoir si c'est suivi ou pas? C'est-à-dire que ça dépend de la volonté administrative qui peut bloquer. Vous m'aviez dit qu'en fait, on peut faire effectivement décider quelque chose, mais ça peut prendre 1 an ou 2 ans pour que ça soit accompli. Après, vous avez le phénomène des décrets d'application qui sont publiés ou pas publiés, et puis après, vous avez le fait que que l'administration, de façon générale, peut dire ce que vous avez promis là, on ne peut pas le tenir. Vous avez eu l'exemple de Macron quand il a parlé pour les Gilets jaunes, le premier discours où il a dit il faut donner 100 € par mois aux gens qui ont moins de 1 000 €. Enfin, il a fait une annonce. Et le lendemain, le Premier ministre a dit « ça n'est pas possible de le faire comme ça ne sera que dans 6 mois ». Et finalement, il n'y a que la moitié des gens concernés par ce qu'avait dit Macron qui l'ont eu. C'est-à-dire que le pouvoir de décision des politiques, il est quand même très contesté. On a eu la même chose sur les primes Covid d'ailleurs, mais c'était un peu la même chose. Exactement. Vous avez eu par exemple les élections, le premier tour des élections municipales. Macron était franchement hostile à les tenir et le Premier ministre lui a dit « ça se tient ». Donc, voilà. Vous avez l'air de dire qu'en fait, entre Macron et Édouard Philippe, ça a été une espèce de lutte de décision qui n'était pas mince. Oui, elle était, de notre point de vue, assez importante, puisque Édouard Philippe, c'est quand même c'est la filière suprême de la haute fonction publique. C'est-à-dire que c'est quand même un homme de Juppé qui est caractéristique là-dedans. Et ils ont eu des positions divergentes. Ils ont eu des divisions. Par exemple, sur la crise du Covid, Macron est allé passer 3 heures à Marseille voir le docteur Raoult, et le lendemain, ils ont annoncé qu'ils interdisaient la chloroquine. Je veux dire, quasiment. Oui, mais alors ça, attendez, comment ça peut se faire? C'est vrai, Macron est allé voir Raoult, on en a beaucoup parlé. Après, il n'a pas pris position, il est revenu, mais c'est vrai que s'il est allé voir Raoult, c'était quand même pas le dernier des amateurs, Raoult, infectiologue.
Mais après, c'est quoi? Vous dites alors, c'est quoi? C'est le conseil scientifique? C'est qui lui aurait dit, attendez, mollo, calmez-vous sur cette... Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne au conseil scientifique, mais ce qu'on voit, c'est qu'ils sont proches de la direction générale de la santé. Tout ça, c'est des gens qui travaillent ensemble depuis des années. On voit bien tous ces gens qui passent là-dedans et on voit qu'ils sont là depuis très longtemps et qu'ils ont un consensus de fonctionnement entre eux et ils prennent leurs décisions. Donc, c'est ça qui se passe. Et alors Thierry Merle, c'est valable dans tous les domaines de la vie publique, ça, pratiquement? C'est notre sentiment et on a enquêté pendant de nombreuses années là-dessus. On a vu beaucoup d'exemples et on voit ça tout le temps, oui, bien sûr. Oui, c'est assez permanent. Et notre analyse, c'est que pour la première fois avec Macron, il y a un vrai combat maintenant officiel, quoi. Et c'est son combat. Mais alors justement, c'est très intéressant, vous dites, Macron, lui, enfin par rapport à ce qu'on appelle l'état profond, enfin en tout cas, Macron, lui, peut se rebeller et maîtriser ça. Comment peut-il le faire alors qu'il est, vous-même vous le dites, le produit de ce système? C'est pas un anti-système, Macron, même s'il a démoli les partis politiques, ça on est d'accord, il a aidé. C'est pas l'anti-système, Macron, comment peut-il non seulement, attention, se détacher, mais en même temps les maîtriser? De chevaucher le tigre, comme disait je ne sais pas comment, là je ne suis pas devin, je ne sais pas comment il envisage de les maîtriser, mais ce qu'il y a, c'est que la première chose... Non, vous dites que c'est possible. C'est toujours possible, quand on a une volonté politique et des compétences, on arrive à faire des choses, donc il fait bouger... La première chose qu'il a faite, et pour laquelle nous on est assez reconnaissants qu'il ait fait ça, c'est qu'il a fait bouger les idées, c'est-à-dire qu'il est le premier à parler du sujet, à le mettre sur la scène, et à montrer ce conflit permanent qui existe entre ce monde administratif et ce monde politique. Et je pense que son travail sera d'essayer de redonner de la valeur à la fonction politique, qui aujourd'hui est quand même très démonétisée après les 20 dernières années où on disait tout le long, les politiques, on disait tous pourris. Et c'est pas raisonnable, parce que maintenant le résultat, c'est qu'il n'y a plus, les partis politiques sont complètement détruits, enfin, en grande partie. Il n'y a plus de confiance. Non, donc on pense que c'est important qu'il y ait des partis politiques qui soient représentatifs, en lesquels les gens puissent croire et qui aient une autorité morale sur la société. Vous pensez que hors Covid, c'est une des raisons de l'abstention croissante dans la plupart des élections? Je ne parle pas de la présidentielle, mais législative et municipale. Moi, je suis plutôt un homme de marché, donc je dirais que s'il y a de l'abstention, c'est que l'offre politique n'est pas bonne. C'est-à-dire que les gens n'ont pas envie d'acheter l'offre politique qui est présentée et qui est extrêmement fermée. C'est toujours les mêmes partis depuis 30 ans, les mêmes têtes. Je veux dire, la France est un des rares pays au monde où les gens font des carrières politiques qui durent 30, 40, 50 ans. Donc, alors, quelle est l'alternative, juste, par rapport, par exemple, à la tentation populiste? Enfin, il y aurait à définir, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que c'est un mot valise qui peut-être plus... Alors, est-ce que si les politiques sont démonétisés, si même les médecins, vous avez vu ce qui se passe en ce moment, parce qu'on dit tout et le contraire de tout, est-ce que ça veut dire que le public peut se retrouver, se réfugier, enfin le public, le citoyen, vers des tentations extrêmes ou pas? Moi, disons, c'est pas mon métier, la politique. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a des populistes comme l'extrême droite qui vivent très bien du système depuis toujours et qui sont quand même très loin du pouvoir, quoi. Donc, les gens sont quand même raisonnables. Donc, il n'y a pas de raison que ça fonctionne. Par contre, je pense que si un homme politique comme Macron ou un autre comprend vraiment ça et qui travaille sur le sujet, il aura un succès considérable. Parce que c'est ce qu'attendent les gens. Oui, mais alors il y a juste un problème, Bénédicte, je vous passerai la parole. Non, il n'y a pas de souci, allez-y. Il y a quand même quelque chose dont vous parlez. Vous dites quelque part, vous n'employez pas le mot, c'est une société à irresponsabilité illimitée et sans sanction. Oui, exactement. Alors ça veut dire quoi? Donnez-nous des exemples. Des exemples. Je vais vous en donner dans le monde économique, sans citer de nom, parce que c'est pas la peine d'attaquer des gens, mais vous avez des grandes entreprises françaises dont les dirigeants ont perdu plus de 10 milliards d'euros sur des mauvaises gestions et qui sont toujours administrateurs dans des grandes sociétés. Enfin, il se passe rien, quoi. Ils sont toujours là. Donc, si on n'est pas viré et sanctionné à 10 milliards de pertes, quel est le début? C'est à quel moment on s'inquiète des compétences des gens? Mais moi, j'ai deux questions. On se pose la question en bas, là, vers une dictature des élites. Vous dites que ce sont les élites qui gèrent le monde, en fait, enfin la France, en tout cas, le pays. Alors, deux questions. Vous avez parlé de 2014. Je voudrais savoir ce qui s'est passé de spécial en 2014 pour que vous le datiez à ce moment-là. Et puis juste mon autre question. On a l'impression que la haute fonction publique, c'est un gros mot. Est-ce que c'est forcément mal? Non, c'est très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Pas du tout, c'est extrêmement bien. En France, on a la chance d'avoir des formations, justement des élites qui sont reconnues dans le monde entier et qui sont réelles. Donc on a au contraire une haute administration qui est constituée de gens extrêmement compétents, qui a maintenant un peu de mal à attirer les vrais talents, mais
qui continuent quand même à drainer l'argent. Non, nous, ce qu'on dénonce, c'est le système de fonctionnement de ces élites-là. Ouais. Mais il n'y a pas de pays qui fonctionne. Il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de... C'est trop éloigné de la vraie vie des gens, c'est ça que vous dites en fait? Oui, c'est-à-dire qu'ils se sont créés un monde qui est en dehors de leur vie et qui s'auto-alimente tout seul. La décision, par exemple, du Premier ministre, quand il a décidé qu'il fallait passer à 80 km/h, du jour au lendemain, c'est une démonstration. Oui. C'est-à-dire qu'ils prennent des décisions et qui ne les concernent pas. Et lui, il n'est pas touché par les 80 km/h, il s'en fout, quoi. Donc, et la décision en tant que telle n'est pas forcément mal, c'est pas le sujet. Pourquoi pas? Si on est à 60, on aura encore moins de morts. Donc, mais le sujet, c'est qu'est-ce que ça fait pour les gens et comment on peut imaginer que ça va... C'est ça le sujet, c'est que la séparation de fonctionnement entre la population normale et les élites dirigeantes est de plus en plus grande. Et en plus, c'est pas du tout agressif pour eux et sur le thème populiste en disant il faut virer ces gens-là, c'est pas le sujet, c'est leur fonctionnement qui marche pas. C'est ça qu'on a vu avec les Gilets jaunes, c'est cette prise de conscience de la population. Exactement. C'est ça que ça a révélé, les Gilets jaunes. C'est ça que ça a fait. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes n'avaient pas la même sociologie, de mon point de vue, au début de la crise qu'à la fin. Oui. Ça, tout le monde est d'accord pour le dire. C'était très... Oui, mais ça se voyait bien. Et donc, il y a eu une vraie révolte de gens qui en avaient ras-le-bol de voir des décisions comme ça qui leur tombaient dessus par des gens qui... Oui, excusez-moi pour terminer. Et vous avez un truc amusant qui est arrivé, qui est très nouveau de mon point de vue dans le paysage politique, c'est la déclaration sur le Covid de Castex. Qu'est-ce qu'a dit Macron? Il a dit, on va s'appliquer à nous ce qu'on demande aux Français de faire. C'est pas... Moi, j'ai pas entendu ça depuis 20 ans. Ouais. C'est très très nouveau. Et c'est pas un hasard s'il dit ça quand même. Ça veut dire des choses. Il va décider demain et comment il va répondre à son comité scientifique. Donc vous voyez qu'il y a... C'est des signaux quand même. Vous êtes dans ce métier-là, vous savez que quand les gens disent des choses, c'est jamais totalement... Oui, mais il y a un autre facteur aussi qui est très important et dont vous parlez dans votre livre. C'est pas par hasard, vous parlez de trahison des invisibles. D'abord, on ne les connaît pas. C'est-à-dire que pour sanctionner le public, il peut s'en prendre à un politique, il le connaît, il peut s'en prendre à un médecin. Il peut même lui parler sur Twitter directement. Il peut lui parler sur Twitter. Non, mais c'est vrai. Mais les milliers de gens qui sont derrière, qui effectivement administrent, il ne les connaît pas. Donc il n'est pas insulté ou attrapé. Ben, déjà, c'est quelque chose de très important. Deuxièmement, la chose qui m'a paru le plus intéressant, c'est le capitalisme de connivence. Expliquer, c'est-à-dire comment on donne à des gens qui n'ont pas été formés à l'entreprise, qui peuvent être brillants, comme vous dites, mais qui n'ont pas été formés à l'entreprise, des postes de PDG de telle banque, de telle entreprise, de telle grosse entreprise, qui n'ont pas été formés pour ça. Et je ne vais pas rappeler le Crédit Lyonnais quand il était secteur public, avec Jean-Yves Abrère, pour ne pas le nommer. Mais enfin, il y en a d'autres. Oui. Voilà, ça, c'est dû à notre système beaucoup plus ancien. C'est-à-dire que la France est un pays qui est sursocialisé. C'est-à-dire qu'on a 57% de prélèvements. Donc, la part de l'État dans l'activité économique est essentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une grosse entreprise, elle a besoin de rapport avec l'État. Donc, aujourd'hui, quand vous êtes patron d'une boîte, si vous ne connaissez personne dans l'administration, vous êtes mort. Donc, aujourd'hui, naturellement, vous êtes obligé de faire diriger ces groupes-là par des gens qui connaissent ce monde-là. Et donc, sinon... Oui, sauf qu'eux n'ont pas l'expérience entrepreneuriale. Oui, mais ils amènent... Oui, mais ils sont bien formés, ils sont intelligents, ils apprennent vite, ils ont des réseaux de relations phénoménaux. Donc, ça peut marcher. Mais il y en a qui ne marchent pas bien, ouais. Oui, mais donc, oui, ça peut marcher. En industrialisation, on ne peut pas dire que ça marchait fabuleusement. Mais donc, le vrai pouvoir est à Bercy, par exemple. Le pouvoir économique, il est terriblement concentré à Bercy. Oui. Ils ont le droit de vie et de mort sur l'activité. Cette semaine, c'est pas Bercy, c'est le ministère des Affaires étrangères qui a arrêté l'opération Tiffany avec LVMH. Le ministre des Affaires étrangères, il écrit en disant « faut pas faire ce truc-là ». C'est invraisemblable. Dans un pays normal... Ah oui, il peut dire à l'entreprise oui, vous le faites pas. C'est ce que je lis dans le journal. Moi, j'ai pas de... Mais comment on casse ça? Alors, déjà, est-ce qu'il faut le casser? Et comment on le casse? Faut être sacrément, faut être un punk pour le faire quand même. Non, mais il faut déjà comprendre ça. La première étape, c'est que tout le monde soit d'accord sur le fait que c'est ça un des sujets importants. Parce que si personne n'est d'accord avec cette analyse-là, c'est impossible à changer. Donc après, si cette étape-là est franchie, il y a 2-3 trucs à faire qui ne sont pas considérables, mais il nous semble, nous, que si on enlevait le côté, disons, immuable, à vie, de la très haute fonction publique, c'est-à-dire qu'ils prennent des risques comme tout le monde, finalement, qu'ils soient confrontés au marché et aux résultats de leurs décisions. Déjà, ce serait un progrès tout à fait considérable. En fait, vous dites que c'est pas très compliqué à faire, c'est super compliqué à faire passer quand même politiquement. Il faut déjà le décider. C'est-à-dire, c'est dur à faire passer quand on n'a pas envie. Mais comment? Alors, et qu'est-ce qui vous fait dire que
C'était certaines déclarations d'Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que Macron, qui, vous l'avez dit, c'est la première fois que quelqu'un de la haute administration est président de la République de façon claire, sans avoir été élu ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il peut justement, peut-être pas casser, mais maîtriser, encore une fois, c'est la première question que je vous ai posée, mais comment peut-il le faire? Est-ce que franchement, c'est pas le pot de terre contre le pot de fer, même s'il est président de la République? Bah, il peut échouer, ça c'est sûr, c'est pas certain qu'il peut réussir. Mais vous pensez qu'il a la volonté? Oui. Mais moi c'est notre lecture, c'est-à-dire qu'on a écrit tout ça en pensant à ça, c'est-à-dire que toutes les semaines, il y a des déclarations, des mots, des indices qui laissent à penser que c'est ça son vrai combat. Regardez ce qui s'est passé quand il est arrivé à l'Élysée, il a renvoyé un haut fonctionnaire pratiquement la première semaine. Il a marqué son territoire avec le général de Villiers. Il a eu des rétorsions assez rapides. Enfin, il s'est tapé une histoire derrière. Enfin, le rapport de force a été enclenché dès le premier jour. Donc, hier, on avait une magistrate en plateau qui disait, vous voyez, il a nommé Éric Dupond-Moretti à la chancellerie, mais toute la haute derrière, la haute administration, le cabinet, etc., personne n'a changé, c'était juste la vitrine qui a été changée. Exactement. Ben voilà, oui. Exactement. Et il y a eu même une conseillère spéciale qui a fait 3 jours de carrière. Oui, exactement, absolument. Donc on voit bien que tout ça, c'est des indices forts. Et Macron, je pense comme il est issu de ça, il le connaît sur le bout des doigts, forcément. Donc il n'a pas envie de se taper 2 présidences avec des gars qui lui disent ce qu'il a à faire. Il a une vraie personnalité. Voilà. Bon. On va voir. On remonte le livre? La trahison des invisibles. Oups là, j'ai failli tomber. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau. Ça s'appelle La trahison des invisibles. C'est écrit avec André Touboul. C'est votre 2e livre avec lui, Exactement. me semble-t-il. Et c'est aux éditions Le Passeur. Voilà, merci beaucoup d'être venu, André.